Bonjour à toutes et à tous. Jour de budget aujourd'hui. Le ministre des Finances, Éric Girard, annonce un budget sobre, mais ce qu'il y a de très particulier, c'est que c'est un budget qui va avoir une légitimité, une durée de vie utile d'à peu près 3 semaines, parce que l'état des finances publiques et le plan budgétaire réel, on va le connaître une fois que la course à la direction de la Coalition Avenir Québec sera terminée. Le ministre nous a dit qu'il a fait une provision pour tenir compte des engagements des 2 candidats, mais la réalité, c'est que ce qu'on veut, c'est le plan budgétaire du Québec, du futur ou de la future premier ministre, et ce n'est pas ce qu'on va avoir aujourd'hui, donc durée de vie légitime de quelques semaines. Et ce n'est pas la première fois que l'intérêt de l'État est subordonné aux intérêts de la Coalition Avenir Québec. Vous savez, on a commencé cette session parlementaire avec une prorogation qui nous a coûté 2 semaines de travaux parlementaires. Puis ça, c'était parce que c'était les affaires internes de la CAQ qui primaient pour ce gouvernement en fin de régime. C'est important aussi de faire un exercice de mémoire quand on considère ce budget. Souvenons-nous qu'il est arrivé au pouvoir en 2018 avec un surplus de 2,6 milliards de dollars qui a été transformé en quelques années en un déficit en 2024 de 13,6 milliards et l'année dernière de 11,4 milliards. Et ça, malgré le fait qu'on entende le ministre des Finances nous rappeler que c'est pas de sa faute, que c'est l'état de la situation mondiale, le pétrole, les guerres ailleurs dans le monde, la pandémie, la réalité, c'est qu'il a pris des décisions au cours de ces années de pouvoir qui ont coûté très cher et dont les observateurs disaient que ça allait coûter très cher à long terme. Par exemple, d'envoyer des chèques électoralistes qui ont coûté des milliards de dollars au Trésor public. Par exemple, faire des cadeaux fiscaux aux plus nantis, sans effet pour monsieur et madame tout le monde à la maison. Si on disait ça va grever le budget du Québec et ça risque de créer des déficits structurels, c'est ça qui est en train de se passer. Un autre élément sur lequel nous, on va insister aujourd'hui, donc le premier, on vous l'a dit, c'est la légitimité limitée du budget et le fait que il faut tenir compte des promesses que font chaque jour Christine Fréchette et Bernard Drainville. C'est ça, le véritable budget du Québec. Deuxièmement, l'historique de ce gouvernement qui a gaspillé les fonds publics, qui a pris des décisions qui nous ont coûté très cher. Mais troisièmement, aussi les coûts du fédéralisme. On a mis au défi le ministre Girard, après 8 ans de la 3e voie à l'intérieur du fédéralisme, de nous dire combien ça coûte les refus répétés du gouvernement fédéral aux demandes légitimes du Québec. Et nous, on en a pour des milliards de dollars, en fait des dizaines de milliers de milliards de dollars dans tous les domaines. Donc, quand les Québécois se demandent les raisons pour lesquelles on n'a pas accès à un médecin de famille, pour lesquelles nos infrastructures sont en mauvais état, pour lesquelles il manque de professeurs à la rentrée scolaire, une partie de la réponse est toujours dans le déséquilibre fiscal et dans le fait qu'on envoie 90 milliards de nos impôts au gouvernement fédéral pour à peu près aucun service, puis un gouvernement fédéral qui gaspille nos fonds publics et un gouvernement fédéral qui ne fait pas au gouvernement du Québec les transferts qu'il devrait effectuer en infrastructure, en santé, en immigration, en langue et culture, et pour les infrastructures, donc sur plein de domaines. Alors, c'est ça qu'on va surveiller, nous, aujourd'hui. Je vais être au huis clos là, dans quelques temps. Juste pour compléter, il y a quelques indications que le gouvernement nous a données par rapport à son budget et par rapport au plan québécois des infrastructures. C'est assez inédit, là. On a fait 2 annonces récemment à Maria, d'abord, pour dire que l'urgence allait finalement être rénovée. C'est un engagement de François Legault là, qui datait de plusieurs années. Et l'hôpital Sainte-Croix, là aussi, un projet qui datait de 2018. On l'a annoncé là, en toute fin de mandat et que l'on révèle des parties du plan québécois des infrastructures, c'est assez inédit. Et c'est comme si on voulait cocher les cases, alors qu'on sait très bien que de gonfler le plan québécois des infrastructures de 100 milliards à 160 milliards, pourquoi pas à 175 milliards, ça ne garantit d'aucune façon la réalisation de ces projets d'infrastructure. Ce que ça dit, c'est voici la liste d'épiceries qu'on a, voici le nombre de projets qu'on n'a pas pu réaliser au cours des dernières années, mais qu'on aurait l'ambition de réaliser si on en avait les moyens. L'autre élément, c'est celui des places en service de garde, les places en garderie.
Hier, on nous a dit ça, c'est une mesure concrète. Là, on va créer, c'est-à-dire on va convertir 5000 places en garderie privée, en garderie en places subventionnées. Souvenez-vous qu'en 2021, l'engagement du gouvernement du Québec, c'était que toutes les familles québécoises puissent avoir une place en garderie pour leurs enfants. On est loin du compte, il y a encore 30 000 personnes sur les listes d'attente. D'autre part, on avait dit, dans ce plan-là, le grand chantier des familles, on va convertir 56 000 places en places subventionnées, donc des places en garderie privée, en places subventionnées. 56 000. On est aujourd'hui à 10 000. On veut en créer 5 000 de plus. On est donc à un peu plus de 26 % de l'objectif qui était prévu pour 2024. Alors, ça illustre bien le budget, non pas le budget, mais le bilan du gouvernement jusqu'à présent, là, notamment dans la question des places en service de garde. Je comprends bien vos critiques envers les antécédents de M. Girard, mais là, ce qu'on annonce, c'est un budget sobre. On semble dire que le déficit va être moins élevé, qu'on s'enligne éventuellement vers un retour à l'équilibre budgétaire. C'est pas une bonne chose, au moins, qu'on essaie de remettre le train sur les rails, au moins avant les élections, alors que souvent, on avait des budgets très, très électoralistes. Bien, je suis content que vous mentionniez qu'on a eu des budgets électoralistes parce que c'est ce que c'est ce qui a caractérisé beaucoup ce gouvernement de la CAQ. Toute nouvelle sur le redressement des finances publiques est bonne pour les contribuables québécois, c'est sûr. Mais actuellement, bien que le ministre fasse beaucoup de communication, ça aussi le gouvernement de la CAQ est très bon là-dedans, faire des communications, il nous présente un budget qui a une validité, une légitimité de 3 semaines. Parce que ce qui importe vraiment, c'est ce que Christine Fréchette est en train d'annoncer à tous les jours. Elle annonce des mesures dont vous remarquerez à quel point il n'y a à peu près aucun chiffre associé à ces mesures-là, alors que Mme Fréchette, jusqu'à tout récemment, faisait partie du gouvernement. Même chose pour M. Drainville. Donc, les deux candidats font des annonces de manière presque quotidienne et l'un ou l'autre va devenir, par le choix des 20 000 quelques membres de la Coalition Avenir Québec, le premier ministre ou la première ministre du Québec dans 3 semaines. Mais c'est quoi leur marge de manœuvre? Parce que, je veux dire, il faut revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Il dit, bon, ben, on se garde un coussin pour qu'ils puissent réaliser une ou des promesses. C'est quoi la véritable marge de manœuvre des deux candidats à la succession de François Legault, au fond? Les deux candidats ont très peu de marge de manœuvre et ils ont été à la table des ministres pendant des années et ont participé au festival du gaspillage de milliards de dollars qu'a été ce gouvernement. Ils ont participé aux décisions dont je parlais tout à l'heure, de prendre des mesures souvent électoralistes qui ont coûté des milliards et dont des experts disaient, à long terme, ça va finir par coûter cher. Il y a des années, là, le gouvernement de la CAQ s'est présenté avec un surplus, puis il s'est mis à dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il s'est mis à faire des cadeaux fiscaux comme s'il n'y avait pas de lendemain pour les gens les mieux nantis. Il s'est mis à gaspiller de l'argent. Le bar ouvert des subventions aux grandes multinationales, les milliards dont on parle, ça coûte cher aux Québécois, puis ça a un impact au jour le jour sur les services de santé que monsieur et madame tout le monde reçoivent, sur les services d'éducation, sur l'état de nos infrastructures, sur ce qu'on est capable de faire en matière de sécurité publique, etc. Donc, la marge est limitée. Une mise à jour économique. C'est une façon intéressante de le présenter. C'est une façon intéressante de le présenter. Vous savez, il y a des mises à jour périodiques de la situation financière du Québec. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention celle de décembre dernier. C'est un peu ça, l'exercice, vous avez raison, c'est un peu une mise à jour, parce qu'en réalité, ce plan budgétaire ne vaut que pour quelques semaines, que pour 3 semaines. Mais c'est un gros exercice, encore une fois, et c'est encore une autre occasion où les intérêts supérieurs de l'État, des Québécoises et des Québécois, sont subordonnés aux considérations internes de la CAQ. Vous promettez un référendum dans un premier mandat. Est-ce que vous promettez un budget équilibré dans un premier mandat? Bien, vous savez, il y a une loi qui existe, qui a été d'ailleurs adoptée par le gouvernement du Parti québécois et qui prévoit que nous devons toujours avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire à l'intérieur d'une période de 5 ans. Nous allons continuer à respecter ce cadre financier et il faut le faire de manière sérieuse.
Parce que quand on regarde actuellement les chiffres qui nous ont présentés par le gouvernement de la CAQ, est-ce que c'est réaliste, le plan de retour à l'équilibre budgétaire? Est-ce que ça fait vraiment partie des considérations de ce gouvernement lorsqu'il présente aujourd'hui ce budget à durée limitée? On se le demande, mais oui, pour nous, ça reste une partie essentielle du cadre financier du Québec. Donc, faire campagne l'automne prochain avec encore là cette mince marge de manœuvre, pour le Parti québécois aussi, ça s'annonce compliqué. Nous, on va composer avec la situation financière du Québec telle que va la léguer le gouvernement de la CAQ, qui malheureusement est arrivé pour des bonnes et des mauvaises raisons là, du gouvernement libéral qui a précédé, mais il y avait quand même un surplus de 2,6 milliards qui a été transformé en un déficit de 13,6 l'année dernière, il y a 2 ans, et 11,4 l'année dernière. On verra là, quels sont les chiffres annoncés par le ministre des Finances aujourd'hui, mais oui, il va falloir composer avec cette situation-là. Ce qui fait que vous regarderez la manière dont on se gouverne aussi, la manière dont on discute de tous les enjeux qui nous sont présentés. L'idée n'est pas de faire des promesses pour plaire à tout le monde. L'idée est de présenter un plan crédible qui fait appel à l'intelligence des gens sur tous les domaines, sur les infrastructures, sur le plan québécois des infrastructures, dont on dit qu'il a été trop politisé par le gouvernement de la CAQ, qui est devenu un stationnement à promesses. Nous, on va gérer les choses très différemment, avec toujours l'intérêt collectif comme priorité. Un sujet qui risque de vous allumer, la possibilité que Don Cherry reçoive l'Ordre du Canada. À quel point vous trouvez que c'est une mauvaise idée? Écoutez, que ça soit même soulevé, ça démontre dans quel genre de pays on vit. Peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup ailleurs au Canada, mais c'est pas un personnage qui s'est distingué par ses commentaires élogieux envers notamment les sportifs québécois. En fait, il s'est distingué par ses commentaires souvent méprisants envers les Québécois, mais envers aussi les hockeyeurs européens à l'époque. Vraiment qu'on se pose cette question-là. C'est insultant, puis ça démontre comment ça fonctionne le Canada. Je veux juste revenir, M. Paradis, sur Girard hier, son scrum, il disait sobre, ciblé, responsable, pas de temps de faire des promesses, puis là après ça, il a annoncé tout de suite les places en garderie. Je ne sais pas comment vous avez reçu ça. Bien, mon collègue Joël en parlait tout à l'heure, c'est quand même assez étonnant qu'avant le budget, on fasse déjà un certain nombre d'annonces ciblées. Et oui, vous avez raison de le mentionner que c'est encore un peu la CAQ qui fait beaucoup de communication, qui dit une chose et qui fait son contraire. On annonce de la sobriété, puis on dit qu'on va être là avec un plan pour la collectivité, puis ça devrait être ça les priorités. Puis déjà, on est en train de saupoudrer des annonces qui sont susceptibles là, de faire bien paraître le gouvernement, des annonces qu'on pourrait qualifier d'électoralistes. Mais bon, sur le nombre de places en garderie, là, mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, ça fait 8 ans là, qu'on attend des changements, puis ça fait 8 ans qu'on attend le respect des promesses de la CAQ en matière de création de garderies, puis en matière de conversion, parce que là, c'est beaucoup des conversions qu'on attend. Et Joël et moi, on était dans des dossiers où c'était des gens du privé qui essayaient de se convertir en CPE, puis c'est un parcours du combattant. Et le gouvernement mettait des bâtons dans les roues. Puis là, soudainement, il fait des annonces à la veille des élections. Et ça, c'est pas des nouvelles places, là.